Je m'appelle Marina, j'ai 28 ans et je vis à Joinville, Santa Catarina. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots avec des ongles presque inexistants, des cheveux clairsemés qui couvrent à peine mon cuir chevelu et un corps qui semble dépérir chaque jour, je sens qu'il est nécessaire de raconter mon histoire. Ce n'est pas pour susciter de la pitié, mais pour alerter sur les dangers bien réels de l'envie et de la magie noire. Ce que je vais raconter ici m'est arrivé, et les conséquences ont été dévastatrices. J'ai toujours été une enfant ordinaire, fille de parents travailleurs. Ma mère était infirmière et mon père mécanicien. Nous vivions dans une maison modeste du quartier Anita Garibaldi, où j'ai grandi en jouant dans les rues en terre battue et en fréquentant l'école municipale du coin. Depuis toute petite, j'avais un trait qui me définissait. J'étais extrêmement observatrice et, je l'avoue maintenant, envieuse. Pendant que les autres enfants jouaient insouciants, j'analysais toujours ce qu'ils avaient de mieux que moi. En CM2, à 10 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon obsession pendant presque 2 décennies, Isabella Ferreira. Elle venait d'être transférée de São Paulo, avec ses cheveux blonds parfaitement lisses, des vêtements de marque que je ne voyais que dans les magazines et une assurance dans la voix qui hypnotisait tout le monde. Dès le premier jour, Isabella a conquis non seulement les camarades, mais aussi les professeurs. Elle était intelligente, charismatique et apparemment parfaite en tout. Moi, à l'inverse, j'ai toujours été la fille ordinaire. Des cheveux bruns et crépus qui ne ressemblaient jamais à ce que je voulais. Des vêtements achetés en promotion au centre-ville et une timidité qui me faisait bégayer à chaque fois que quelqu'un s'adressait à moi. Mais j'avais 2 amis qui m'accompagnaient depuis la première primaire. Ricardo, un garçon maigrelet et malin qui adorait les jeux vidéo et les histoires d'horreur. Et Camilla, une fille joyeuse et loyale qui me défendait toujours quand on se moquait de moi parce que j'étais étrange. Le contraste entre Isabella et moi est devenu plus flagrant à mesure que nous grandissions. À l'adolescence, alors qu'elle s'épanouissait comme une rose parfaite, je restais le vilain petit canard de la classe. Elle avait toujours le meilleur matériel scolaire, les plus jolis vêtements, et elle semblait toujours impeccable. Pire encore, elle était vraiment gentille avec tout le monde, ce qui rendait mon envie encore plus irrationnelle et douloureuse. Ma famille m'a toujours beaucoup soutenu. Mes parents, malgré les difficultés financières, faisaient tout pour me donner de l'amour et de l'attention. Ma grand-mère paternelle, Donna Eulalia, une femme de 75 ans qui vivait avec nous, répétait toujours que j'étais spécial et que mon heure de briller viendrait. Quand l'envie me dévorait trop, je parlais avec la psychologue de l'école, Madame Marcia, une femme douce qui m'aidait à comprendre mes sentiments et à travailler sur mon estime de soi. Au lycée, la situation a empiré. Isabella n'était pas seulement la meilleure élève, elle est aussi devenue déléguée de classe, membre du conseil des élèves, et sortait avec Lucas, le garçon le plus convoité de l'école. Pendant ce temps, je luttais pour obtenir des notes moyennes, et je n'ai jamais eu le courage d'approcher un garçon. Ricardo et Camilla restaient mes fidèles compagnons, essayant de me remonter le moral à chaque fois que je rentrais chez moi en pleurs après une nouvelle situation où Isabella brillait et moi je passais inaperçu. Les stratégies que j'utilisais pour gérer mon envie variaient entre le constructif et l'autodestruction. Parfois, j'essayais de m'inspirer d'elle et de m'améliorer. J'étudiais davantage, j'essayais de coiffer mes cheveux différemment, j'économisais de l'argent pour m'acheter une tenue plus jolie. D'autres fois, je sabotais tout. Je refusais de participer à des activités où je savais qu'elle serait, où j'inventais des excuses pour sécher les cours quand elle faisait des présentations importantes. Le pire était quand je passais des heures sur ces réseaux sociaux, analysant chaque photo, cherchant des défauts que je ne trouvais jamais. Après le lycée, Isabella a obtenu une bourse complète pour étudier la gestion dans une université privée réputée de la ville. Moi, avec beaucoup d'efforts et l'aide de mes parents, j'ai pu entrer en comptabilité dans une université publique. J'ai pensé que notre vie commune prenait fin et que je pourrais enfin me débarrasser de ce sentiment d'inadéquation constant. Mais le destin en avait décidé autrement.
2 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché mon premier emploi dans une entreprise moyenne qui offrait des services de comptabilité à d'autres sociétés. C'était une opportunité incroyable pour une jeune diplômée comme moi, et j'étais ravi. Pour mon premier jour, j'ai mis ma plus belle tenue et suis allé chez le coiffeur, puis je suis arrivé au bureau, au 15e étage d'un immeuble du centre de Joinville, impatiente de commencer cette nouvelle étape. Et alors, je l'ai vue. Isabella était là, impeccable comme toujours, vêtue d'un tailleur à rayures qui coûtait plus que mon salaire mensuel, saluant les collègues avec son sourire parfait. J'ai appris, à mon horreur, qu'elle avait été embauchée comme directrice administrative, un poste hiérarchiquement supérieur au mien, à peine une semaine avant moi. Le pire, c'est qu'elle m'a reconnu tout de suite et s'est approchée pour me saluer avec une réelle joie, comme si nous étions de vieilles amies. « Marina, quelle merveilleuse surprise de te trouver ici. Nous allons travailler ensemble. C'est incroyable, » dit-elle, en m'embrassant avec ce parfum cher que je reconnaissais depuis l'école. Les premiers mois, j'ai essayé de rester professionnelle et cordiale. Isabella restait la personne compétente et aimée qu'elle a toujours été. En réunion, ses idées étaient toujours les plus créatives et faisables. Les clients adoraient son aisance et son charisme. Même le directeur, Monsieur Fernando, un homme sévère et exigeant, fondait devant elle. De mon côté, j'exécutais mon travail correctement, mais sans éclat. Je recevais des compliments de temps à autre, mais je ne devenais jamais le centre de l'attention. Quand j'essayais de soumettre des idées en réunion, ma voix tremblait et mes suggestions semblaient ridicules comparées à celles d'Isabella. C'était comme si, après tant d'années, je restais encore son ombre. La situation s'est compliquée sérieusement quand j'ai rencontré Daniel, un consultant externe, qui venait une fois par semaine travailler avec nous sur un projet spécial. Daniel avait 30 ans, était diplômé en ingénierie, avait un beau sourire et une manière douce d'aborder les gens qui me faisaient fondre. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je pouvais réellement tomber amoureuse. On a commencé à échanger des regards lors des réunions. Il demandait toujours mon avis sur les rapports que je préparais, et parfois on restait bavardé plus tard alors que tout le monde était déjà parti. J'ai commencé à croire que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait au-delà de mes insécurités. Mais évidemment, Isabella a aussi remarqué Daniel. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle s'implique plus dans le projet, apportant des cafés spéciaux pour tous, restant après le travail pour donner un coup de main et trouvant toujours une excuse pour s'asseoir à côté de lui lors des présentations. Le pire, c'est qu'elle n'avait même pas besoin de se forcer. Daniel allait naturellement vers elle, comme tout le monde l'a toujours fait. Un vendredi, je suis arrivé plus tôt pour terminer un rapport, et je les ai trouvés en train de rire ensemble dans la cuisine, elle lui servant un café venu d'un café chic du centre. Leur intimité était évidente, et quand ils m'ont vu, ils se sont à peine séparés, mais ont continué à parler à voix basse. Le lundi suivant, j'ai appris par des rumeurs que Daniel avait invité Isabella à dîner pendant le week-end. Mon cœur s'est brisé une fois de plus. Elle qui avait déjà tout, beauté, réussite professionnelle, admiration de tous, allait aussi avoir le seul homme qui m'intéressait sincèrement. Les choses ont empiré dans les semaines qui ont suivi. Isabella et Daniel ont commencé à sortir officiellement et les voir ensemble chaque jour était une torture. Elle arrivait rayonnante, racontant à ses collègues les endroits magnifiques où il l'emmenait, les cadeaux chers qu'elle recevait, les plans qu'ils faisaient ensemble. Daniel la regardait comme si c'était la personne la plus précieuse du monde, exactement comme j'avais toujours rêvé qu'on me regarde. Pire encore, le travail d'Isabella restait irréprochable et elle a été promue coordinatrice générale, gagnant presque le double de mon salaire et avec un bureau personnel avec vue sur le centre-ville. Quant à moi, je restais au même poste, effectuant les mêmes tâches répétitives, de plus en plus invisibles. C'est là que la situation est devenue intenable. Un jeudi pluvieux de juillet, après avoir passé la journée à voir Isabella et Daniel s'échanger des gestes tendres dans les couloirs et avoir entendu Isabella parler de leur projet de fiançailles,
je suis rentré complètement effondré. J'ai tellement pleuré que ma mère s'est inquiétée et a voulu m'emmener chez le médecin. C'était dans ce moment de désespoir que ma grand-mère Eulalia, me voyant souffrir, m'a révélé quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Marina, ma fille, tu savais que dans notre famille, il y a toujours eu des personnes avec des dons spéciaux, a-t-elle dit, s'asseyant à côté de moi. Ton arrière-grand-mère était très respectée dans la région. Les gens venaient de loin pour demander son aide. Et je connais quelqu'un qui peut t'aider avec ce qui te ronge. Le samedi suivant, ma grand-mère m'a emmené dans une petite maison du quartier Boa Vista, chez Dona Conceição, une femme d'environ 60 ans que ma grand-mère connaissait depuis des décennies. La maison était modeste, avec un jardin rempli de plantes inconnues, exhalant des parfums intenses et mystérieux. Les fenêtres avaient des rideaux sombres, et même à midi, l'intérieur semblait toujours dans la pénombre. Dona Conceição m'a accueilli, comme si elle savait déjà la raison de ma visite. C'était une femme petite, aux cheveux gris maintenus en chignon et aux mains calleuses de quelqu'un qui travaille la terre. Ses yeux, marron foncé, semblaient voir au-delà de la surface. Mais rien de perçant ou inquiétant. Au contraire, il transmettait une sagesse ancestrale et une profonde compréhension de la douleur humaine. « Assieds-toi, ma fille », dit-elle en désignant une chaise dans sa cuisine. « Raconte-moi ce qui te ronge à l'intérieur. J'ai tout déballé, l'envie ressentie depuis l'enfance, les humiliations constantes à me comparer à Isabella, la frustration professionnelle, la douleur de voir l'homme que j'aimais avec elle. J'ai tellement pleuré que la table en était trempée. » Dona Conceição m'a écouté en silence, hochant simplement la tête de temps en temps. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse quelques minutes, brassant une tasse de tisane aux herbes. « Marina, a-t-elle dit finalement, ce que tu ressens n'est pas seulement de l'envie, c'est une douleur beaucoup plus profonde, de quelqu'un qui ne s'est jamais senti valorisé à sa juste valeur. Mais la voie que tu envisages est dangereuse, très dangereuse. J'ai expliqué que j'étais prête à tout pour avoir enfin une vie meilleure que celle d'Isabella. Je voulais qu'elle ressente dans sa chair ce que c'était qu'être ignorée, rejetée, invisible. Je voulais qu'elle perde tout ce qu'elle avait. « Fille, a murmuré Dona Conceição, ce que tu demandes n'est pas la justice, c'est la vengeance. Et la vengeance, elle, exige un prix très élevé de celui qui la cherche. Mais si tu en es vraiment certaine. » Elle s'est levée et a ouvert une vieille armoire. Elle en a sorti plusieurs petits sacs en tissu, des fioles de liquide coloré et une petite poupée de chiffon qui m'a glacé rien qu'à la voir. « Je vais t'apprendre un rituel très ancien, dit-elle à voix basse. Mais comprends bien, une fois fait, il n'y a pas de retour. Et tout ce que tu envoies à une autre personne te revient multiplié par 3. C'est la loi. » Même prévenu, j'étais déterminé. J'ai signé un papier où elle inscrivit des phrases que je n'ai pas comprises. J'ai promis de payer 500 réais pour le service, une grosse somme pour moi à l'époque que j'ai prise sur mes économies. Et j'ai accepté de trouver des objets personnels d'Isabella. La liste était longue et précise. De la terre de cimetière ramassée un vendredi de lune, décroissante, des pétales de rose rouge fané, 3 cheveux de la personne, une photo récente, quelque chose qu'elle avait touché à main nue, du gros sel, du piment fort, de la myrrhe, de la poudre de feu d'artifice, parmi d'autres choses que Dona Conceição a dit devoir garder secrètes pour ne pas compromettre ceux qui entendraient mon histoire. Le plus difficile a été de récupérer les cheveux et l'objet personnel d'Isabella. Toute une semaine, je l'ai observée au bureau. Un mercredi, elle est allée aux toilettes et j'ai trouvé quelques cheveux blonds sur la brosse qu'elle venait d'utiliser. Le lendemain, elle a enlevé un bracelet en or pour se laver les mains et en prétextant laver ma tasse, j'ai vite caché le bracelet dans ma poche, le rendant juste après dès qu'elle le cherchait. Le vendredi soir, je suis retourné chez Dona Conceição avec tout. Elle a tout vérifié minutieusement et acquiescé. « C'est bon, tout y est », a-t-elle dit. « On va commencer. » Le rituel est quelque chose que je n'oublierai jamais, même si je le voulais.
Nous sommes allés dans son jardin, derrière la maison, où elle avait préparé un autel avec des bougies noires, la poupée de chiffon, à laquelle elle avait collé des cheveux blonds, et plusieurs flacons de substances recueillies. L'odeur d'encens, mêlée à des herbes, était si forte que j'en ai eu la nausée. Donna Conceição a commencé à murmurer des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas, gesticulant au-dessus des objets et mélangeant les ingrédients dans un petit chaudron en fer. Les flammes vacillaient sans vent, créant des ombres dansantes. À un moment, j'ai senti l'air plus lourd, plus dense. « À toi maintenant », dit-elle en me remettant la poupée. « Dis tout ce que tu veux qu'il lui arrive. Mais souviens-toi, sois précise, les mots ont du pouvoir. » Avec la poupée dans les mains, étrangement chaude, j'ai tout dit ce que j'avais refoulé des années durant. J'ai souhaité qu'Isabella perde son emploi, que Daniel la quitte, qu'elle devienne laide, que plus personne ne l'admire, qu'elle soit invisible comme je l'avais été. Et, emporté par ma colère, j'ai prononcé une phrase dont je regrette aujourd'hui encore. Je veux qu'elle perde ce qu'elle a de plus précieux, que sa vie se désagrège entièrement. Je veux prendre sa place en toute. Donna Conceição a fait une grimace, mais a poursuivi le rituel. Elle a enterré la poupée sous un arbre, versé dessus une mixture de poudre et murmuré encore des mots mystérieux. « C'est fait, » dit-elle, l'air inquiet. « Dans 3 jours, tu verras les effets. Mais Marina, je t'en prie, si tu changes d'avis, reviens vite ici. C'est encore possible d'annuler. » Je suis sorti de là avec une sensation étrange dans le ventre, entre soulagement et appréhension. Tout le week-end, j'ai réfléchi si j'avais bien fait, mais la rage et l'envie étaient plus fortes que tout remords. Lundi, au bureau, j'ai remarqué qu'Isabella était différente, plus pâle, des cernes impossibles à masquer. Je lui ai demandé si ça allait, elle m'a répondu qu'elle avait eu mal à la tête tout le week-end. Mardi, elle n'est pas venue pour la première fois. Daniel a appelé plusieurs fois, inquiet, et j'ai appris qu'elle avait dû aller à l'hôpital. Mercredi, elle est revenue, mais était visiblement très abattue. Ses cheveux, jadis parfaits, étaient secs et sans vie. Sa peau, autrefois rayonnante, jaunie et tachetée, qu'elle tentait de cacher sous du fond de teint. Plus étrange, elle semblait avoir du mal à se concentrer sur son travail, ce qui ne lui était jamais arrivé. Dans les semaines qui ont suivi, c'était effrayant de voir Isabella dépérir. Elle a commencé à commettre des erreurs dans des rapports importants, arrivait souvent en retard, et sa personnalité douce et charismatique a laissé place à de l'irritabilité et de l'impatience. Les collègues parlaient de son changement, et même M. Fernando s'inquiétait. Daniel, d'abord très compréhensif, s'est mis à perdre patience, avec les rendez-vous annulés, elle disant toujours qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Ses cheveux tombaient à une vitesse folle et ses ongles étaient cassants et mous. Ce qui m'a le plus effrayé, c'était qu'au fur et à mesure qu'Isabella dépérissait, moi, je me sentais de mieux en mieux. Mon estime de moi a bondi, j'ai reçu plus d'attention des collègues et même Daniel s'est mis à me parler davantage, puisque Isabella était constamment indisposée ou irritable. 2 mois après le rituel, Isabella a été renvoyée. L'incident décisif. Elle a présenté un projet complètement erroné à un client important, causant une grosse perte à l'entreprise. Monsieur Fernando, qui l'a toujours protégée, n'a pas eu d'autre choix. La même semaine, Daniel a rompu. J'ai entendu qu'il n'en pouvait plus de son instabilité émotionnelle et de ses crises de larmes sans raison. Je devrais être heureuse. C'était exactement ce que j'avais souhaité. Mais en la voyant emballer ses affaires, trop maigre, avec la moitié de sa chevelure et une expression de désolation totale, j'ai ressenti une douleur inattendue. « Marina », m'a-t-elle dit en s'approchant, « je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que ma vie part en lambeaux et je ne sais pas pourquoi. Peux-tu m'aider? Peut-être me recommander pour un poste quelque part ?» L'ironie de la situation m'a frappé comme un coup de poing. Elle que j'ai enviée toute ma vie me demandait de l'aide. Et moi, qui ai tant voulu être à sa place, je n'ai ressenti qu'un immense vide. 3 semaines plus tard, sa mère m'a appelé. Isabella avait été hospitalisée d'urgence après s'être évanouie chez elle.
Les médecins étaient incapables de trouver ce qu'elle avait. Tous les examens étaient normaux, mais elle continuait de dépérir comme si quelque chose la consumait de l'intérieur. C'est alors que le vrai cauchemar a commencé. Une semaine après qu'Isabella ait été hospitalisée, j'ai commencé à ressentir des symptômes étranges. D'abord, des migraines que rien ne calmait. Ensuite, une fatigue extrême, dormant 12 heures par jour sans repos. J'ai perdu l'appétit et rapidement du poids. En quelques jours, mes cheveux tombaient par poignées. Mes ongles, auparavant solides, se sont affaiblis puis décollés de mes doigts. Ma peau est devenue terne et jaune, avec des taches foncées qui apparaissaient n'importe où. Désespéré, j'ai consulté de nombreux docteurs, fait tous les examens possibles, mais comme pour Isabella, tout était normal. Mais mon corps criait le contraire, je me fanais à vue d'œil. Alors, je me suis rappelé des paroles de Dona Conceição. Tout ce que tu envoies à une autre personne revient multiplié par 3. Je me suis précipité chez elle un matin de septembre, avec un foulard pour cacher ma calvitie quasi totale. Dona Conceição m'a vu à la porte et a secoué tristement la tête. « Boum, je t'avais prévenu, ma fille. Je t'avais dit que le prix serait élevé, dit-elle en m'invitant à entrer. Tu as demandé à prendre sa place en tout. Le sort est en train de te prendre la vie pour la lui donner. » En pleurs, j'ai expliqué qu'Isabella était hospitalisée dans un état pire que le mien et que je voulais tout annuler. Dona Conceição m'a mené dans le jardin et m'a montré la terre où elle avait enterré la poupée. Elle était fendue et stérile. « Marina, il existe un moyen d'annuler, mais cela va exiger beaucoup de toi, m'a-t-elle dit. Tu dois aller voir Isabella et tout lui dire. Lui demander pardon, sincèrement, profondément, et accepter d'assumer les conséquences de ce que tu as fait. » Le lendemain, je suis allé à l'hôpital voir Isabella. Elle était pire encore, moins de 40 kilos, totalement chauve et sans ongles. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont emplis de larmes. « Marina, je suis contente que tu sois venue, » murmura-t-elle faiblement. « J'ai fait d'étranges rêves. Je rêve de toi tenant une poupée qui me ressemble. » Mon sang s'est glacé. Même inconsciente, elle savait. Je me suis assise à côté de son lit et d'une voix tremblante, je lui ai tout avoué. L'envie depuis l'enfance, le rituel, mon désir de prendre sa place, tout. Pendant que je parlais, Isabella me regardait avec un mélange de choc, de tristesse et, étonnamment, de compréhension. « J'ai toujours su que tu ressentais quelque chose pour moi, » dit-elle enfin. « Mais jamais je n'aurais imaginé à ce point. Marina, je suis désolé que tu te sois sentie ainsi pendant si longtemps. C'est toi qui me demandes pardon, » ai-je dit, incrédule. « Après tout ce que je t'ai fait subir ?»« Parce que je comprends, » répondit-elle en serrant ma main entre ses doigts squelettiques. « J'ai toujours eu tout facilement. Je n'ai jamais dû me battre vraiment pour quelque chose. Et toi, tu as toujours eu à lutter pour tout. Je suis désolé d'avoir été un rappel constant de tes difficultés. » À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas du soulagement, ni la satisfaction d'une vengeance. C'était une immense douleur d'avoir détesté aussi longtemps une personne vraiment bonne et d'avoir laissé mon envie m'aveugler. J'ai pleuré comme jamais, demandant pardon non seulement pour le sort, mais pour toutes ces années de haine injustifiée. Isabella a pleuré aussi, et là, dans cette chambre d'hôpital, 2 personnes consumées par une situation toxique ont enfin trouvé la paix. « Je te pardonne, » dit-elle, « et j'espère que tu pourras te pardonner à toi-même aussi. » 3 jours plus tard, Isabella est décédée. Les médecins ont parlé d'arrêt cardiaque soudain, mais je connaissais la vérité. Le sort avait fait son œuvre jusqu'au bout. Elle avait tout perdu, même la vie. Aux funérailles, ses parents m'ont remercié d'avoir été une amie présente dans ces derniers moments. S'ils savaient la vérité, la culpabilité était indescriptible. Après la mort d'Isabella, mon état a continué à se détériorer. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je pèse 38 kilos. Je suis complètement chauve, sans ongles, et ma peau est couverte de taches sombres. Les médecins n'arrivent toujours pas à expliquer, mais je sais que je me meurs.
Daniel m'a cherché plusieurs fois après les funérailles, cherchant du réconfort auprès de quelqu'un qui connaissait bien Isabella. Ironiquement, j'ai obtenu ce que j'avais toujours voulu, son attention, mais dans les pires circonstances possibles. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire la vérité. Mes parents sont désespérés, dépensant toutes leurs économies chez des médecins et des traitements qui ne marcheront pas. Ma grand-mère Eulalia, celle qui m'a poussé à voir Donna Conceição, se lamente chaque jour sur ce qui est arrivé. Ricardo et Camila, mes amis d'enfance, viennent souvent me rendre visite, mais je vois dans leur regard qu'ils savent que je suis perdu. Donna Conceição dit qu'il existe encore un moyen de briser le sort définitivement, mais il demande un sacrifice dont je ne sais pas si j'aurai le courage. Je dois avouer publiquement tout ce que j'ai fait, prendre l'entière responsabilité de la mort d'Isabella et consacrer le reste de ma vie, si courte soit-elle, à avertir les autres contre les dangers de l'envie et de la magie noire. C'est pourquoi j'écris ce témoignage. Je veux que tout le monde comprenne. L'envie est un poison qui tue d'abord celui qui la ressent. J'ai passé des années à souffrir de comparaisons créées de toutes pièces, à me sentir inférieur selon des standards que j'ai moi-même établis. Isabella n'a jamais été mon ennemi. C'est moi qui ai fait d'elle mon ennemi dans ma tête. La magie noire peut sembler une solution rapide à nos problèmes, mais le prix est infiniment supérieur à tout bénéfice temporaire. Donna Conceição avait raison. La vengeance exige toujours un prix bien trop élevé. Si tu lis ceci et que tu t'identifies à mon histoire, s'il te plaît, cherche de l'aide. Parle à un psychologue, un ami, quelqu'un de confiance. Travaille ton estime de toi, tes peurs, ton sentiment d'infériorité. Mais jamais, vraiment jamais, ne va chercher dans la magie noire une solution à tes problèmes émotionnels. L'envie m'a coûté non seulement ma vie, mais aussi celle d'une innocente qui ne m'a jamais fait de mal. Isabella était sincèrement bonne, et je l'ai tuée parce que je n'ai pas su affronter mes propres démons. Aujourd'hui, alors que j'écris mes derniers mots, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un sens, utilisé ma tragédie pour éviter que d'autres fassent la même erreur. Si mon histoire sauve une vie, si elle fait réfléchir quelqu'un avant de chercher la vengeance par la magie noire, alors ma souffrance aura un sens. Le pardon ne concerne pas seulement les autres, il nous concerne aussi. J'ai compris trop tard qu'il fallait me pardonner de ne pas être parfaite, de ne pas avoir tout ce que les autres ont, d'être simplement humaine, avec des défauts et des limites. Isabella m'a pardonné. Mes parents me pardonnent chaque jour. Maintenant, il faut que je trouve la force de me pardonner, moi aussi. Si tu passes par quelque chose de similaire, choisis le pardon plutôt que la vengeance. Choisis de travailler sur toi au lieu de détruire les autres. Choisis la vie au lieu de la mort. J'ai fait le mauvais choix et il est trop tard pour moi. Mais pour toi, il en est encore temps. Ne fais pas la même erreur que moi. L'envie tue. La magie noire exige des prix qu'on n'est pas préparé à payer. Et à la fin, c'est nous qui nous faisons le plus de mal. Ceci est mon dernier avertissement, ma dernière supplique. Choisis toujours l'amour. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous avez une expérience liée à ce sujet, partagez-la dans les commentaires. Votre histoire peut aider d'autres à éviter ce chemin destructeur. Souvenez-vous, il y a toujours de meilleures alternatives que la vengeance.